Bonjour et bienvenue sur l'Apothicaste. Je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Hors série, le Bureau des Affaires Occultes avec Éric Foissier. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode bonus de l'Apothicaste. Et oui, d'habitude on se retrouve le premier mardi du mois pour explorer un sujet autour de l'histoire de la santé avec un historien. Mais aujourd'hui, je voulais vous proposer un format un peu différent, toujours en lien avec l'histoire de la médecine, de la pharmacie évidemment, mais en s'écartant un petit peu de travaux, disons, académiques. J'avais envie de parfois m'intéresser à un livre, pourquoi pas une bande dessinée ou même un film, en tout cas une œuvre, qui fait la part belle à l'histoire de la santé. C'est donc ce que je vous propose aujourd'hui avec un invité qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Foissier. Bonjour Éric, comment vas-tu ? Bonjour Bastien, je vais très bien, merci. Alors Éric, tu as plusieurs casquettes. Tu es professeur à la faculté de pharmacie de l'université Paris-Saclay. Tu es à la fois docteur en pharmacie et docteur en droit. Et en parallèle de ton activité universitaire, tu es également romancier, auteur de romans policiers historiques dont les intrigues sont construites autour de cette grande thématique qui nous intéresse, en particulier dans l'Apothicaste, l'histoire de la santé. Ta dernière série, Le Bureau des Affaires Occultes, publiée aux éditions Albin Michel, est un réel succès auprès du grand public. Et les 2 premiers tomes déjà parus se hissent dans les classements des meilleures ventes de polar. Et on te retrouve désormais sur les étals des librairies, aux côtés d'autres noms très connus comme Franck Tillier, Maxime Chatham ou encore Jean-Christophe Granger, pour ne citer que. Le 31 mai 2023, c'est-à-dire dans quelques jours, au moment où nous faisons cet enregistrement, et probablement dans les jours vraiment autour de la publication de cet épisode, paraîtra le 3e tome de ta série, donc je le rappelle, Le Bureau des Affaires Occultes, tome qui s'appelle Les Nuits de la Peur Bleue. On va évidemment revenir sur cette série, sur ce dernier tome un peu plus tard dans l'épisode. Mais avant, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est venu ton intérêt pour l'écriture, d'une part, et également pour l'histoire de la santé ? Comment c'est né chez toi ? Alors l'écriture, c'est très ancien parce que j'ai été baigné dans la littérature très jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à des enfants, je trouve, parce qu'ils nous avaient promis à mes frères et à moi de ne jamais nous refuser l'achat d'un livre. Et donc du coup, pour nous, les librairies, c'était des vraies cavernes d'Ali Baba. On était sûr que s'il y avait un livre qui nous plaisait, nos parents nous l'achèteraient. Et du coup, d'ailleurs, sur la fratrie, on est 2 écrivains, alors que mon jeune frère écrit lui aussi, alors qu'on n'était pas du tout dans le milieu littéraire. Donc, l'écriture, c'est venu assez tôt. Je me souviens, j'ai des souvenirs très lointains. Je me souviens même que je devais être à l'école primaire. J'écrivais des petits fascicules que je dessinais d'histoires de mousquetaires, de cow-boys et d'indiens, que je reliais avec des attaches parisiennes. Je sais pas si ça existe toujours. Les attaches parisiennes, on voit plus trop. Et je vendais ça pour, 10 centimes symboliques à ma maman. Voilà. Ça, c'était les tout débuts. Mais après, plus sérieusement, c'est venu en fait à 15 ans. J'ai écrit mon premier manuscrit à 15 ans. J'avais lu un livre qui m'avait vraiment charmé. Vraiment, ça a été un déclic. C'est un auteur qu'on lit plus beaucoup maintenant, qui est Henri Bosco. J'avais lu un livre de lui qui s'appelle L'âne culotte et j'avais été fasciné parce que dans ce livre, finalement, le fond rejoignait la forme parce que c'était l'histoire en fait d'un vieux bonhomme qui avait la possibilité d'apprivoiser les animaux et de charmer les bêtes, aussi bien les bêtes domestiques que les bêtes sauvages, le serpent, le loup, etc. Et qui décidait de reconstruire comme ça un paradis sur Terre en attirant les bêtes à lui. Et puis à la fin, il lui manquait un couple d'êtres humains dans ce paradis, et donc il attire un petit garçon et une petite fille en les charmant. Et du coup, moi je suis tombé sous le charme de cette écriture. Et quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, mais c'est formidable d'entraîner comme ça un lecteur avec soi. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de faire ça. Alors bon, à 15 ans, j'avais écrit un premier manuscrit qui valait pas grand-chose. C'était une pâle imitation d'Agatha Christie. Mais après, je n'ai plus jamais cessé d'écrire. Et finalement, la pharmacie et le droit, c'est un peu venu comme des parenthèses.
avant de retrouver l'écriture de façon plus professionnelle, un peu sur le tard de ma carrière universitaire, quoi. Voilà, donc voilà pour le goût de l'écriture. Vraiment, c'est quelque chose que m'ont transmis en fait mes parents. Ensuite, l'histoire de la santé, c'est venu plus généralement d'abord à travers un goût pour l'histoire. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants à l'école primaire qui m'ont fait aimer l'histoire. Donc j'ai gardé d'ailleurs tous mes manuels d'école primaire. Je lisais ça en fait comme des romans, hein, vraiment à l'école primaire, les manuels d'histoire, je lisais ça comme des romans. Et ensuite, au collège, puis au lycée, là encore, j'ai eu la chance de tomber sur 2 ou 3 professeurs qui étaient vraiment d'histoire, donc qui étaient vraiment passionnants à écouter. Et du coup, quand j'ai entamé des études de pharmacie, j'ai eu envie d'allier très vite le goût de la littérature et le goût de l'histoire, et je me suis intéressé effectivement aux pharmaciens dans la littérature, aux pharmaciens dans l'histoire. J'ai adhéré à la Société d'histoire de la pharmacie alors que j'avais pas encore terminé mes études de pharmacie. Je crois que j'étais en 5e année quand j'ai adhéré. Et ça m'a, oui, toujours passionné. D'autant plus que l'histoire de la pharmacie, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est très large. Du coup, ça recoupe aussi bien l'histoire de la chimie que l'histoire de la santé publique, que l'histoire de la médecine. Donc, oui, je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, plus de la moitié de mes enseignements, ce sont plus aujourd'hui des enseignements d'histoire de la pharmacie que des enseignements de droit pharmaceutique. J'enseigne de moins en moins le droit pharmaceutique et de plus en plus l'histoire de la pharmacie. Et puis on y reviendra peut-être, mais du coup, je viens de finaliser un musée d'histoire de la pharmacie dans la nouvelle faculté, puisque on a quitté Châtenay-Malabry l'été dernier et on est maintenant sur le plateau de Saclay, dans des bâtiments tout neufs, dans lequel il y a un musée d'histoire de la pharmacie dont je m'occupe. Tu as évoqué la Société d'histoire de la pharmacie, et pour l'anecdote, et ça c'est une information qu'on ne trouve pas sur ta page Wikipédia, pour l'anecdote, il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai effectué un recensement des lauréats du prix d'histoire de la pharmacie, décerné par l'Académie nationale de pharmacie, et c'est un prix qui est doté par cette Société d'histoire de la pharmacie. Ce prix va fêter son 50e l'année prochaine, c'est pour ça que j'ai fait cet exercice de recensement, et en 1993, j'ai repéré une thèse de pharmacie qui a été primée, et qui s'intitule « L'image et le rôle du pharmacien d'officine, une réflexion illustrée par la littérature ». Et cette thèse, elle est écrite par un certain Éric Foissier. Eh oui. En fait, ça a été même mon premier livre publié, parce qu'après cette thèse, après avoir obtenu le prix de l'Académie, cette thèse a été publiée par Interphimo, sous l'égide du Conseil central de la section A de l'Ordre des pharmaciens, et c'est devenu un livre sous le nom du pharmacien emplumé, qui est du coup très recherché par mes lecteurs d'aujourd'hui. Quand ils découvrent que j'ai écrit ça, ils traquent ça sur Internet pour acheter ça d'occasion. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand j'ai attaqué les études de pharmacie, rapidement j'ai pensé à ma thèse, et je crois que dès la 2e ou 3e année, je m'étais dit j'aimerais bien faire une thèse un peu atypique, pas un truc bibliographique qui me serait un peu imposé par un prof que j'irais voir au hasard. Et je m'étais dit, j'aimerais bien, allier mon goût de la littérature et de l'histoire avec la thèse. Et du coup, j'avais eu cette idée de consacrer la thèse à l'image qu'avait laissé le pharmacien dans la littérature. Et du coup, j'avais construit ça par thème, parce que du coup, les chapitres, c'est le pharmacien et l'argent, le pharmacien notable, le pharmacien homme de science, etc. Et il y avait tout un premier chapitre qui était justement retracer un peu l'histoire de la pharmacie. Et du coup, ça m'a amené, pour faire ces recherches-là, à me rendre aux collections historiques de l'Ordre des pharmaciens, où j'ai rencontré à l'époque Henri Bonnemain, qui était un être passionnant, charmant, qui m'avait tout de suite pris sous son aile, ravi de voir un jeune étudiant se passionner pour l'histoire de la profession. Puis il y avait aussi avec lui Dominique Cassel, qui était la conservatrice des collections, et tous les deux ont été un peu mes guides dans mes premiers pas dans l'histoire de la pharmacie, et m'ont guidé à travers les collections de l'ordre, et je trouvais ça passionnant. Moi, j'arrivais à l'époque c'était très désuet, hein. C'était au fond d'une cour, dans un local un peu vieillot, qui sentait encore un peu la poussière et tout. Mais tu vois, je parlais de caverne d'Ali Baba en évoquant librairie, là ça m'a fait le même effet, c'est-à-dire tout d'un coup, je suis arrivé dans ce local où il y avait des trésors, quoi, de documentation, et j'arrivais pour travailler ma thèse, puis très vite d'un livre à un autre, je passais d'une anecdote à une autre, et je me laissais embarquer même sur des choses qui me serviraient pas pour ma thèse, mais je passais des après-midi
mais fabuleuse, quoi, avec ces deux personnes qui étaient voilà des puits de science en histoire de la pharmacie. Ça a été vraiment mes débuts dans l'histoire de la pharmacie et j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Et du coup, de remporter ce prix qui maintenant voilà s'appelle le prix Bonne Main, oui, j'étais vraiment ravi. Merci pour avoir partagé avec nous cette genèse autour de ton travail d'écriture. Revenons maintenant à ta série en cours, Le Bureau des Affaires Occultes. Dans ton premier livre, on est plongé dans le Paris de 1830. On fait la rencontre d'un jeune inspecteur de la brigade de sûreté qui s'appelle Valentin Verne. Celui-ci se trouve chargé d'élucider une étrange affaire, une série de meurtres qui touchent des personnes qui ont plutôt un statut social assez élevé. Et en parallèle, il y a une seconde intrigue dans laquelle il est question d'un sombre personnage, un certain vicaire, que traque également Valentin Verne. Et l'ensemble de ces intrigues repose sur un contexte politique, ancré dans l'époque, des découvertes médicales et scientifiques, et une pointe d'ésotérisme. Comment l'histoire de la médecine et de la pharmacie te sert-elle dans ton travail d'écrivain finalement ? Ah bah c'est vraiment pour moi en fait une source d'inspiration. C'est-à-dire que c'est de toute façon une ligne directrice. Tous mes polars historiques, forcément, on se refait pas quand on a fait des études de pharmacie, on revient toujours à la santé. Donc tous mes polars historiques, il y a toujours des clins d'œil à l'histoire de la médecine, l'histoire de la pharmacie. Et je trouve que ce travail documentaire, c'est vraiment pas une partie barbante du travail, tu vois, par rapport à l'écriture qui serait la partie noble. Pas du tout. Moi, ce travail documentaire, d'ailleurs, en fait, j'apprends plein de choses, parce que je suis loin de tout savoir en histoire de la santé. Donc, ça me permet d'apprendre plein de choses. Et aussi, ça aiguille mon imagination, parce qu'il y a des scènes qui sont dans mes livres qui n'y auraient jamais été si j'avais dû me fier qu'à ma seule imagination. Ces scènes qui sont donc cocasses, parce que j'essaye toujours d'aller chercher des anecdotes un peu surprenantes, etc. C'est ce qui fait le sel de ces romans-là. Je pense que c'est ce qui fait le succès des romans policiers historiques. Les gens qui lisent et qui aiment les romans policiers historiques ont envie aussi d'apprendre des choses, mais d'apprendre des choses en se divertissant. Donc, il ne s'agit pas de leur faire du tout un cours, mais voilà, de leur donner quand même de la nourriture. C'est-à-dire, on peut pas se contenter d'être dans le pur divertissement quand on fait du polar historique. On est face à des lecteurs qui ont envie d'apprendre. Avant de commencer tous mes livres, je fais une recherche historique, je recherche des anecdotes qui vont être intéressantes. À titre d'exemple, dans une précédente trilogie qui se passait à la Renaissance, j'avais trouvé dans les archives des colloques Ambroise Paré, qui sont un colloque qui a lieu tous les ans sur la chirurgie, j'avais trouvé la description de la façon dont, à la Renaissance, les médecins ont trouvé le moyen de soigner les blessures par arbalète, parce que à l'époque, les arbalètes étaient de plus en plus perfectionnées, donc la vitesse de pénétration était très importante du carreau, et donc le carreau pénétrait très profondément. Et donc, même si la personne ne mourait pas sur le coup, en fait, elle mourait au moment où on voulait retirer le carreau, parce que même quand on mettait des écarteurs pour essayer d'éviter de tout arracher, en plus, ils perfectionnaient les choses parce que la pointe des carreaux était barbelée de façon à bien arracher le maximum de choses quand on tirait sur le carreau. Mais comme le carreau était très profondément enfoncé, quand on essayait de le retirer, on avait beau écarter au départ les nerfs et les vaisseaux, comme on ne pouvait pas le retirer assez rapidement, tout se remettait en place et du coup on arrachait tout et ça a été un vrai problème. Et en fait, ils ont trouvé l'astuce, c'est un peu l'application de l'homéopathie à l'arbalète, soignée par les semblables, puisqu'en fait, ils ont eu l'idée d'insérer un petit tuteur métallique le long du carreau, qui était percé aux deux bouts. Ça permettait donc de prendre la pointe du carreau, puis on mettait des écarteurs, on écartait les nerfs, les vaisseaux, et puis on attachait le tuteur à un autre carreau d'arbalète qu'on mettait sur une arbalète, et on tirait. Ce qui fait que ça arrachait à la même vitesse à laquelle c'était rentré, donc très rapidement, et du coup, les nerfs et les vaisseaux n'avaient pas le temps de se remettre en place et on n'arrachait rien du tout. Et donc, comme ça, on a pu réussir. Quand tu mets une anecdote comme ça dans un roman, forcément, ça frappe le lecteur. C'est quand même drôle de soigner l'arbalète par l'arbalète. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et là, du coup, dans la nouvelle série, Le Bureau des Affaires Occultes, il y a en fait 3 choses qui m'ont attiré pour traiter de cette période, puisque ça se passe en fait au début de la monarchie de Juillet, donc le règne de Louis-Philippe, donc on est en 1830 dans le premier tome. Et alors, une première chose qui m'avait attiré pour écrire des romans policiers à cette période-là, c'est que c'est un moment de basculement de la police, puisque la police d'avant, c'était la police du fameux Vidocq,
qui est d'ailleurs un des personnages des romans, hein. Vidocq, c'était un ancien bagnard, donc on l'avait mis à la tête de la sûreté parce qu'il connaissait le milieu, il pouvait l'infiltrer et donc prendre les gens en flagrant délit. Donc la police de Vidocq, c'est la police d'avant, c'est la police du flagrant délit, la police de l'aveu, la police des mouchards. Et justement, sous le règne de Louis-Philippe, on va basculer dans la police de la preuve. On va commencer à mener les enquêtes de façon plus rationnelle parce que les progrès de la science à ce moment-là vont permettre cela. C'est notamment en 1830 que va paraître le premier grand traité de médecine légale, qui est le traité du docteur Orfila, qui va faire autorité en France, à partir duquel on va pouvoir vraiment faire des autopsies au sens moderne du terme. Donc ça, c'est la première chose qui m'a attiré, ce basculement de la police, et je voulais du coup que mon héros soit un policier qui incarne un peu ce changement-là, qui soit donc un policier avec une formation de scientifique. Du coup, tant qu'à faire, une formation de pharmacien, puisque le pharmacien est le polytechnicien des scientifiques. C'est pas un savant omniscient, mais par contre, quand on est pharmacien, on peut parler avec un astronome, on peut parler avec un physicien, on peut parler avec un chimiste, on peut parler avec un biologiste, on se comprend. Voilà. Donc, mon héros, Valentin Verne, il a été initié à la pharmacie, on y reviendra peut-être, parce qu'il a été initié par un grand pharmacien célèbre qui a réellement existé. Et puis après, ce qui m'a attiré, c'est le contraste à cette période-là entre les progrès scientifiques qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'on a des découvertes scientifiques et des innovations technologiques dans tous les domaines en quelques décennies, en l'espace d'une trentaine d'années, en chimie, en physique, en médecine, en mathématiques. C'est assez impressionnant quand on pense que sur l'espace de 30 ans, on va inventer l'hélice, perfectionner le moteur à vapeur, découvrir la photographie, inventer le chemin de fer. Enfin, la vie des gens a complètement changé en 30 ans. Et donc ça, c'était évidemment intéressant pour rendre compte de l'évolution des sciences. Et en même temps, assez paradoxalement, mais finalement, la crise du Covid nous a montré que c'est pas si paradoxal et que ça se répète. C'est toujours, on retrouve toujours ça. C'est-à-dire, à un moment où la science occupe le devant de la scène, où le discours scientifique occupe le devant de la scène, très souvent, et ça s'est passé pour la Covid, et ça se passait en 1830 aussi, très souvent, on a aussi une résurgence de l'occulte, de l'irrationnel, comme si, voilà, nous ne sommes pas que des cerveaux, et que donc nous avons besoin de marcher sur nos deux jambes, que l'humanité a besoin de marcher sur ses deux jambes, et quand elle entend un peu trop parler de science, elle a besoin d'aller vers de l'irrationnel. On a très bien vu ça avec la Covid, c'est pas la peine de revenir là-dessus, tout le monde a des exemples en tête. Et donc du coup, c'est vrai qu'en 1830, c'est aussi le moment où on va se développer le spiritisme, où se développe l'hypnose comme pratique médicale, où on va se tourner vers les paradis artificiels avec le club des Achichines, qui consommait de la confiture d'opium. Ça sera le cas de Baudelaire et de plein d'autres artistes, de Géricault, peintre, etc., de Théophile Gautier. Et puis, c'est le début de la conquête d'Algérie, donc on se tourne aussi vers l'orientalisme, donc vers les mystères voilà, de l'Orient, du Moyen-Orient, etc. Voilà, je trouvais que tout ça, c'était un très bon contexte pour rendre compte de l'évolution de la science et surtout de la médecine, de la santé à cette période-là, à travers ces enquêtes policières menées par un policier qui est formé à la chimie et à la pharmacie. On reviendra un petit peu plus tard sur Valentin Verne, effectivement. Mais en tout cas, je te confirme, un point qui m'a vraiment plu à la lecture, c'est cette place de l'histoire et de l'ancrage dans la réalité de tes intrigues. Comme tu le dis, il y a une part importante de personnages réels, qui sont pas forcément des personnages secondaires, d'ailleurs. Et on a également une place belle qui est faite aux découvertes scientifiques de l'époque, aux événements politiques également. Tu l'as déjà un peu évoqué, mais concrètement, comment tu travailles, à partir de quelles sources, notamment pour la description des lieux, pour relater ces inventions historiques? Quelle est un peu la matière que tu consultes pour construire tout ça? C'est un peu en fait une documentation en entonnoir. C'est-à-dire que je commence d'abord par des choses très larges, c'est-à-dire par lire des ouvrages généraux sur la période. Donc j'ai lu 6 ou 7 ouvrages qui traitaient en général de la monarchie de Juillet. Ça me permet de repérer les personnages historiques que justement je vais vouloir mettre en scène dans mes romans, que je vais vouloir transformer en personnages de romans. Ça me permet aussi de repérer les événements historiques dont je vais rendre compte, qui seront en arrière-plan ou très directement liés à l'intrigue. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais
toujours dans des ouvrages publiés. Là, j'ai pas besoin encore d'aller en archives. Je vais lire des biographies, justement, par exemple, de ces personnages. Donc, j'ai lu 3 ou 4 biographies de Louis-Philippe, 2 biographies de Vidocq, voilà, pour cerner un peu ces personnages que je vais mettre en scène. Donc ça, c'est le premier temps, donc très général. Et là, je lis les livres des historiens. Voilà. Ensuite arrive la documentation que j'appelle la documentation technique, c'est-à-dire rendre compte du quotidien. Donc de cette époque-là. Donc il faut approfondir la façon dont les gens se nourrissaient à l'époque, comment ils se déplaçaient, comment ils se divertissaient, voilà. Et donc ça demande ou de lire des ouvrages d'historiens très spécialisés. Donc il y en a sur la vie quotidienne des Français à cette époque-là, voilà. Et puis éventuellement d'aller commencer à regarder des articles parus dans des revues d'histoire, des articles parus chez les historiens, éventuellement déjà des documents d'archives. Puis après arrive vraiment la documentation que j'appelle moi la documentation de détail, c'est-à-dire la documentation liée au sujet que je traite dans le roman précisément. Par exemple, là, le 3e volume du Bureau des Affaires occultes qui sort donc fin mai, Les Nuits de la peur bleue, rend compte en fait de l'épidémie de choléra de 1832, parce que la fameuse peur bleue, c'est justement la désignation du choléra à l'époque. On parle de la peur bleue, du fait que les malades atteints de choléra, avaient le visage marbré, grisâtre, et donc là, je vais aller lire des documents d'archives. J'ai dû lire 3 ou 4 ouvrages publiés en 1832, 1833 par des médecins rendant compte de cette épidémie de choléra. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que bien souvent, on n'a pas besoin de se déplacer. Autrefois, il y a encore 15-20 ans, pour faire ce que je fais actuellement, il aurait fallu passer plein de temps dans les archives, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de documents qui sont numérisés. Tous les ouvrages que j'ai lus, là, publiés par des médecins en 1832, en 1833, en 1834, 1835, on les trouve sur Internet, numérisés. Sur Gallica, j'imagine, notamment. Voilà, exactement, notamment Gallica. Et puis, au même titre de documents, je vais avoir besoin, par exemple, de plan de Paris de 1830, parce qu'évidemment, Paris en 1830, c'est pas le Paris d'aujourd'hui. À ce sujet-là, d'ailleurs, une anecdote qui m'amuse toujours, c'est un jour, je vois sur les réseaux sociaux, je sais plus lequel, c'était Facebook ou Instagram, un lecteur qui faisait une critique très louangeuse du premier tome, qu'il avait beaucoup aimé, mais que par contre, franchement, je devais pas être parisien parce que ce que je racontais sur le trajet de Valentin dans Paris, franchement, ça collait pas. Oui, ça collait pas parce qu'en fait, probablement, il avait suivi le trajet de Valentin sur un plan de 2023 de Paris, ce qui n'est pas du tout la même chose parce que... Il y a eu quelques modifications. Oui, les numéros d'arrondissement n'étaient pas les mêmes, il y avait des noms de rues qui étaient identiques, mais la rue n'était pas située au même endroit, etc. Alors que moi, en fait, je travaille sur des plans d'époque. Donc, quand je donne des trajets, ils sont toujours véridiques pour l'époque. Et puis, tu vois, et alors là, par contre, par moment, je suis obligé d'aller chercher des documents d'archives. Par exemple, l'ancienne préfecture de police, à l'époque, en 1832, se situe rue de Jérusalem, qui était une ancienne rue proche en fait du quai des Orfèvres, elle a disparu aujourd'hui. Donc c'était l'ancien hôtel des présidents du Parlement de Paris qui constituait à l'époque la préfecture. Ce bâtiment n'existe plus. Donc là, quand tu veux le décrire, tu es obligé d'aller retrouver des gravures de l'époque qui décrivent le bâtiment tel qu'il était en 1832. Donc là, par exemple, j'ai été obligé d'aller au musée de la préfecture de police à Paris, où là, j'ai pu trouver des gravures qui représentaient la rue de Jérusalem, l'entrée de la rue, le palais. Donc il y a après, voilà, ce travail d'archives pour des points très précis de description de monuments, ou pour retrouver, par exemple, les cris des marchands de l'époque, etc. Là, on est obligé d'aller dans de la documentation un peu plus technique et donc éventuellement d'aller chercher des documents d'archives, soit donc encore une fois sur Internet, soit en se déplaçant dans des musées. Pour aller retrouver les sources. Et certains lecteurs pourraient être aussi étonnés de retrouver la faculté de pharmacie de Paris rue de l'Arbalète, alors qu'aujourd'hui elle est rue de l'Observatoire. Mais effectivement, à l'époque, c'était rue de l'Arbalète, tout à fait. Oui, complètement. Et c'était l'école de pharmacie qui était rue de l'Arbalète, en fait, sur l'ancien domaine des apothicaires, de la Corporation des apothicaires parisiens, qui était le domaine de bienfaisance, de maison de charité qu'avait créé Nicolas Houel,
qui était un apothicaire du siècle d'Henri III, et qui l'avait transmis du coup à la corporation, et c'était devenu le siège de la corporation, et c'est là qu'on a édifié la première école de pharmacie en 1803, après la loi de Germinal en 11. Alors, Valentin Verne, ton héros, hein, le personnage principal de cette série, c'est un personnage qui est intéressant, c'est un garçon brillant, qui possède également sa part d'ombre, hein, qu'on gratte un peu au fur et à mesure de la lecture, et qui a des connaissances scientifiques avancées. Tu le disais, il a notamment étudié la pharmacie, domaine qu'il a étudié avec un maître qui n'est pas n'importe qui, hein, qui est Joseph Pelletier. Je prends cet exemple car je trouve qu'il est représentatif justement de cette volonté d'ancrer ton histoire avec la réalité. Est-ce que tu peux un peu nous parler de qui était Joseph Pelletier et peut-être également de la découverte fameuse qu'il a faite qui fait que l'histoire a retenu son nom avec son collègue Caventou? Pelletier, ça me paraissait intéressant de le mettre dans le roman parce que il est assez illustratif de ce qu'est le pharmacien français au XIXe siècle, pharmacien d'officine, parce que Pelletier était d'abord un pharmacien d'officine. Il avait repris en fait la pharmacie de son père, qui était rue Jacob. Et d'ailleurs, on voit encore la façade de cette officine à Paris. Hein. Puis après, en fait, il va devenir professeur à l'école de pharmacie et il va avoir une très belle carrière à la fois comme professeur et puis dans différentes instances puisqu'il deviendra membre du comité de salubrité à Paris. Et ce qui va le rendre célèbre, c'est l'isolement d'un certain nombre d'alcaloïdes. Il fait partie de ces pharmaciens d'officine qui, dans leur arrière-boutique, vont découvrir des nouvelles drogues. Ce début du 19e siècle, c'est la grande période où on va enfin, grâce au progrès de la chimie, après la révolution de Lavoisier, la révolution chimique qu'on doit à Lavoisier avant la Révolution française, bien là, au début du 19e siècle, les pharmaciens ont les armes chimiques qui vont leur permettre d'aller isoler les principes actifs des plantes. Et les premiers principes actifs ont été surtout les alcaloïdes qu'ils ont pu extraire. Et donc, c'est l'époque où Nativelle va isoler la digitaline. Et donc, Pelletier, avec son collègue Caventou, qui était lui aussi professeur à l'école de pharmacie, vont isoler différents principes actifs, notamment la strychnine, je crois que c'était en 1818, et puis la quinine, qui va être leur plus grande découverte en 1820. Pelletier, je le disais, est assez illustratif de ce qu'est le pharmacien d'officine au XIXe siècle, puisque il va à la suite de cette découverte-là, créer une manufacture, donc une petite usine, pour exploiter cette découverte et donc commercialiser le sulfate de quinine. Et ça, c'est très illustratif de ce qu'ont été les débuts de l'industrie en France, puisque contrairement à ce qui va se passer dans d'autres pays voisins qui ont aussi de belles industries pharmaceutiques, comme par exemple la Suisse ou l'Allemagne, là-bas, dans ces pays voisins, l'industrie pharmaceutique est née de l'industrie chimique. Alors qu'en France, l'industrie pharmaceutique est née dans l'arrière-boutique des officines. Et on retrouve beaucoup d'exemples comme ça, comme pour Pelletier, d'un pharmacien qui isole un principe actif et qui du coup va l'exploiter en créant une petite manufacture qui petit à petit va prendre le dessus sur l'officine. Et ça, je trouvais intéressant, que le grand public découvre quel était le rôle du pharmacien au 19e siècle, puisque les pharmaciens français, les pharmaciens d'officine français étaient à la pointe de la recherche en chimie en Europe au 19e siècle et reconnus par leurs voisins européens comme étant à la pointe de la recherche en chimie. Et donc, ça me paraissait intéressant, pour que le lecteur découvre ça. Et d'autant plus intéressant que, du coup, je fais rentrer le lecteur dans l'officine de la rue Jacob, l'officine de Pelletier, à la suite de Valentin. Et du coup, je me dis que un lecteur pourra avoir envie d'aller rue Jacob pour aller voir, et effectivement, il verra la façade de l'officine Pelletier qui est toujours présente. Donc ça, je trouve ça intéressant d'avoir des clins d'œil comme ça à l'histoire de la pharmacie, mais des clins d'œil qui renvoient à des traces encore présentes dans nos villes. Un clin d'œil à la fois au passé et au présent, quoi. En tout cas, j'espère qu'on aura donné envie aux auditrices et aux auditeurs d'en savoir un peu plus et d'aller lire tes ouvrages s'ils ne les connaissent pas. Volontairement, je passe plus rapidement sur le second tome, dans lequel on a les agissements d'une sorte de médium qui va occuper Valentin Verne au cours de son enquête. Et du coup, donc on a ce fameux troisième tome qui sort le 31 mai. Tu as commencé à évoquer très rapidement le sujet. Est-ce que tu peux nous pitcher du coup ce troisième tome ? Donc on est au printemps 1832, au moment où l'épidémie de choléra qui est venue via la Russie, qui vient d'Inde, via la Russie, va revenir en Europe. Et donc là, elle touche Paris au printemps 1832. Quand j'ai eu l'idée du livre, on était en 2021, donc en pleine épidémie de Covid. Je me dis, tiens, ça serait intéressant d'aller dans un roman, de rendre compte de cette fameuse épidémie de choléra de 1832.
Parce que c'était à l'époque une maladie totalement inconnue, le choléra. On ne savait pas du tout quel était l'agent infectieux. Et d'ailleurs, il y avait des grandes batailles entre médecins, notamment pour savoir si c'était une maladie infectieuse, une infection ou une contagion. Bon, voilà. Et je me dis, tiens, ça peut être intéressant de rendre compte de ça comme arrière-plan. Et plus je me suis documenté, plus je me suis dit, il faut absolument que je traite ça, parce que effectivement, je me suis aperçu que tout ce qu'on a vécu au moment de l'épidémie de la Covid, on le retrouve en 1832 dans l'épidémie de choléra à Paris. C'est-à-dire, on retrouve les fake news, les fausses nouvelles, on retrouve les controverses scientifiques, on retrouve des recommandations sanitaires qui sont dictées parfois effectivement pour des raisons sanitaires, mais parfois pas du tout pour des raisons en réalité politiques. On retrouve aussi la tentation du confinement. On retrouve les gens qui sont aisés, qui peuvent s'échapper, qui fuient Paris et la proximité du coup de gens qui peuvent les contaminer. Donc voilà, on est dans ce Paris qui est un Paris un peu crépusculaire, parce que plus on avance, plus les morts se multiplient, donc les corbillards commencent à passer partout. Donc dans ce Paris-là un peu pesant, où la mort rôde partout, tout d'un coup, on va trouver des cadavres qui ne sont pas n'importe quel cadavre, puisque ce sont tous des personnes qui sont atteintes au dernier degré du choléra, donc des moribonds, mais qui sont atrocement assassinés et on leur a prélevé un organe. Ça paraît vraiment une énigme pour Valentin, parce que la première question que se pose Valentin, mais quelle est la raison pour laquelle on s'en prend à des moribonds? C'est-à-dire des gens qui de toute façon sont condamnés à mort et qui vont mourir dans quelques jours. Donc voilà, au départ, il y a ce grand mystère qui commet ces meurtres horribles dans ce Paris où la population est sur les dents et où tout le monde soupçonne tout le monde, puisque à l'époque, c'est ça qui était, je parlais tout à l'heure de fake news, de fausses nouvelles, c'est qu'à l'époque, en fait, les riches accusent les pauvres d'être responsables de la maladie, du fait d'un manque d'hygiène, etc. Et à l'inverse, les pauvres étaient persuadés que c'était le pouvoir en place qui empoisonnait les puits à Paris pour se débarrasser de la population populaire des quartiers les plus pauvres de Paris. Parce qu'il faut se rappeler quand même que les débuts du règne de Louis-Philippe, c'est des débuts très tumultueux. On a des émeutes très régulièrement, parce que l'avènement de Louis-Philippe n'a fait que des mécontents finalement. Donc il y a une opposition qui est très virulente. Le peuple, les républicains sont désolés que la révolution de juillet, les Trois Glorieuses, n'ait pas abouti à l'instauration de la République. Les royalistes sont divisés du coup en deux camps, les légitimistes qui sont partisans du roi déchu Charles X, et puis les orléanistes qui sont partisans de Louis-Philippe. On a les bonapartistes qui sont nostalgiques de l'Empire. Bref, c'est un baril de poudre, et donc il y a énormément d'émeutes, et donc le peuple se disait que cette maladie mystérieuse dont on connaissait rien, en réalité c'était en fait un empoisonnement collectif, et c'était le pouvoir qui essayait de se débarrasser d'eux. Donc voilà, on a cette ambiance un peu lourde, mystérieuse, de suspicion qui rôde à travers tout le roman. Donc c'est cette fameuse peur bleue, ces fameuses nuits de la peur bleue où tout est possible. Et propice à une intrigue, du coup. Voilà. Quels sont un peu tes projets là pour la suite? Bien sûr, il y a la sortie de ce livre, c'est au moment où on enregistre, c'est encore dans quelques jours, dans quelques semaines même. D'autres projets littéraires ou d'autres projets autour du Bureau des Affaires occultes? Oui, il y a beaucoup de projets. Alors, il y en a qui sont à long terme parce que les choses sont très lentes à se faire. C'est par exemple un projet d'adaptation en série télé. Ah oui. Il y a une maison de production qui a acheté les droits du premier tome du Bureau des Affaires occultes, et ils veulent faire une première saison à partir de ce premier tome. Donc ça, c'est en train de se faire. On est à la recherche maintenant d'un distributeur, soit une chaîne, soit une plateforme. Bon, mais c'est toujours très très long. Ça fait déjà 1 an et demi que les droits ont été achetés. Là, ils viennent de faire la bible du feuilleton, de la série. Bon, tout ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi une adaptation en cours en bande dessinée. D'accord. Où là, en fait, ça sera un spin-off. L'auteur va reprendre tout mon univers, mais ce sera une enquête inédite, et ça sera centré sur le personnage d'Aglaé. On n'en a pas encore parlé, mais Valentin, mon inspecteur, est accompagné d'une jeune femme qui s'appelle Aglaé Marceau, qui est une actrice du théâtre de boulevard, sur le boulevard du crime à l'époque. Et c'est important parce que pour moi, Aglaé est le moyen d'évoquer les débuts du féminisme en France, puisque ça, c'est aussi une des particularités du début du règne de Louis-Philippe. C'est le moment où le mouvement féministe va se structurer pour la première fois en France, où on aura d'ailleurs le premier journal entièrement écrit par des femmes. Donc là,
adaptation en BD autour du personnage Aglaé. Et puis, en fait, quand le livre là est en train de sortir, moi en réalité, je suis déjà en train d'écrire le suivant. Donc là, je suis en train de jeter les bases du prochain. Je suis en train de faire le chapitrage du prochain, qui sera donc le 4e tome du Bureau des Affaires Occultes. Et ensuite, après ce 4e tome, je passerai sur un rythme de tous les 2 ans sur le Bureau des Affaires Occultes, parce que j'ai envie d'intercaler des romans qui seront cette fois des one-shots, des romans policiers historiques, mais en un seul volume et sur des périodes différentes, parce que voilà, j'ai envie aussi d'entretenir le désir autour de Valentin, de pas me lasser, de ne pas lasser le lecteur. Et donc on partira, les 4 premiers, je les ai faits en 4 ans, et par contre après on partira sur un rythme tous les 2 ans. Donc oui, des projets j'en ai plein, parce que j'ai déjà en tête évidemment le 4e tome que je vais me mettre à écrire là dès la fin du mois. Et puis, j'ai déjà en tête le roman suivant que je vais intercaler entre 2 tomes du Bureau des Affaires Occultes. Donc, je déborde de projets. Puis, il y a aussi plein de projets à la faculté, avec notamment le fameux musée là que je suis en train d'achever de mettre en place à la faculté. Tu m'offres une transition parfaite, hein, c'était la question suivante que j'avais. C'était fait exprès aussi. Qu'est-ce qu'on est professionnel. Donc effectivement, pour quitter un petit peu le Bureau des Affaires Occultes, tu fais partie d'une association qui s'appelle Albarel, une association autour de l'histoire de la pharmacie à l'Université Paris-Saclay, et qui dispose d'un musée, comme tu l'évoquais. Oui, bah c'est une association. Moi, je suis devenu président de cette association, je crois, en 2017 ou 2018. C'est une association qui avait été créée à la suite des 20 ans de la faculté de Châtenay-Malabry par des enseignants de la fac, et qui était née de l'idée que cette fac de Châtenay, c'était un peu par rapport à la faculté de l'Observatoire, c'était un peu la fac jeune, toute nouvelle, etc. Donc, il n'y avait pas trop d'ancienneté, d'histoire, et pas un patrimoine comme peut l'avoir la fac de Paris à travers toutes les statues, les vitraux, les peintures qui ornent ses murs. Et donc, ces enseignants s'étaient dit, à Châtenay aussi, il faut qu'on conserve le patrimoine pharmaceutique. Et donc, petit à petit, s'était mis à récolter des objets liés à l'histoire de la pharmacie à travers des dons ou des achats en salle des ventes. Et donc, on avait une jolie collection d'objets, mais à Châtenay, il n'y avait pas d'espace dédié pour les exposer. Donc, on avait quelques vitrines qui avaient pu être mises en place dans la bibliothèque de recherche, mais qui étaient finalement pas très accessibles, pas très visibles, et peu de gens, même à l'intérieur de la fac, peu de gens savaient qu'il y avait un espace muséographique. Et puis les objets n'étaient pas identifiés, n'étaient pas contextualisés. Et là, à l'occasion donc du transfert dans les nouveaux locaux du plateau de Saclay, le doyen Marc Palardy a souhaité qu'il y ait un vrai espace entièrement dédié au musée, qui se trouve d'ailleurs très bien situé, juste dans le hall central, avec l'idée en plus que ça ancrait le nouveau bâtiment vraiment dans le domaine pharmaceutique. Et donc, on a là, cette fois, un vrai musée. Donc, moi, la tâche qui m'a été donnée, ça a été d'inventorier toutes les collections, parce que toutes les collections n'étaient pas encore inventoriées, et de concevoir un parcours muséographique, puisque l'idée, c'est que tous les objets sont présentés dans leur contexte, et quelqu'un peut peut visiter ce musée tout seul. Il y a un parcours muséographique et des informations à différents niveaux qui vont lui permettre de découvrir toute l'histoire de la pharmacie. À travers ce parcours, le musée est divisé en 5 parties qui correspondent à 5 grandes périodes de l'histoire de la pharmacie. Il y a des panneaux kakémono, des fiches focus, évidemment les cartels qui identifient les objets, qui permettent à un néophyte qui ne connaît pas la pharmacie, l'histoire de la pharmacie, en faisant une visite complète et en lisant l'ensemble de la documentation qui lui est offerte, quelqu'un ressort du musée en ayant une connaissance déjà assez bonne de toute l'histoire de la pharmacie. Le musée est quasiment fini, là, quasiment mis en place. Ça nous a pris beaucoup de temps on travaille dessus depuis septembre, mais on n'est que 3 à travailler dessus. Moi, j'ai toute mon activité universitaire à côté, donc heureusement, j'ai fait appel à 2 jeunes retraités de la fac, l'ancien doyen Dominique Porquet et puis Patricia Buffat, qui était la responsable de la scolarité à Châtenay. Tous les 2 sont venus me donner un coup de main, et heureusement, sinon je m'en serais jamais sorti. Et là, on prévoit de faire l'inauguration du musée, soit au mois de juin, soit en septembre, pour qu'il puisse être accessible. Alors, au départ, comme certains objets ne sont pas encore protégés, il faut qu'on puisse mettre des vitrines sur des boiseries, puisqu'on a récupéré des boiseries d'une pharmacie du 19e siècle, qui sont les boiseries qui nous ont été
cédé par le professeur Fournier, puisque ça vient de l'officine qui appartenait à sa maman. Du coup, une fois qu'on aura pu fermer ces boiseries, là, le musée pourra être en libre accès, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Et donc, du coup, il sera en libre accès qu'une demi-journée par semaine, et sinon, ce sera des visites sur rendez-vous. Donc, c'est un beau projet, et j'espère surtout que ça va attirer les étudiants aussi, puis le grand public à l'occasion des fêtes de la science ou des journées du patrimoine, pour qu'ils découvrent un peu l'histoire de notre belle profession, voilà, et qu'ils voient la pharmacie un peu autrement. En tout cas, moi, je me note l'information et je guetterai l'inauguration pour pouvoir passer une tête éventuellement si je suis disponible. Ça sera avec grand plaisir. Eh bien, encore merci Eric pour ta participation. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur la podcast. Chères auditrices, chers auditeurs, si cet échange avec Eric Foissier vous a intéressé et que vous découvrez la podcast, je vous suggère 2 épisodes que l'on peut relier avec ce hors-série. On vient d'évoquer l'isolement des alcaloïdes au cours du 19e siècle, qui sont des substances actives d'origine naturelle. Ici, il était question de la quinine, extraite par Pelletier et Caventou, mais dans le premier épisode de la podcast, nous avons longuement évoqué la cocaïne avec Zoé Dubus, un autre alcaloïde, et l'histoire de son utilisation en médecine. Également, dans le second épisode du podcast, Thierry Lefebvre a présenté une histoire de la morphine, qui, encore une fois, est un autre célèbre alcaloïde. De plus, Thierry Lefebvre nous a particulièrement parlé du laudanum, un vin d'opium, préparation pharmaceutique, qu'il n'est pas impossible de retrouver au cours d'une des aventures de Valentin Verne dans le bureau des affaires occultes. Mais je ne vous en dis pas plus. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens vers les livres d'Éric Foissier et ses réseaux sociaux sur apodcast.fr. J'espère que cet épisode bonus vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de découvrir les livres d'Éric Foissier, si vous ne les connaissiez pas. Et n'hésitez pas à m'en faire un retour sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour savoir si ce genre de format, qui serait très ponctuel, autour d'œuvres et de travaux qui ne sont pas forcément académiques, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vraiment, n'hésitez pas à m'écrire pour vous donner votre avis. Comme d'habitude, le plus simple pour soutenir la podcast, c'est de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et d'y laisser un commentaire. Cela permet de séduire les algorithmes de ces applications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le prochain premier mardi du mois pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt.